C'est sous le soleil qu'on accueille Sylvia Depierre pour l'émission cette année-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le livre ? Non, pas le livre. Quoi, le truc ? La loi de Murphy, tout ça. Ah, la loi de Murphy, vous connaissez pas la loi de Murphy, Si, j'ai vu que c'était un truc sur l'emmerdement. Oui, elle est plus. Pour une fois, on a le droit de dire des gros mots à la radio. J'en profite, on peut dire emmerdement. Non, la loi de Murphy, effectivement, elle est appelée aussi la loi de l'emmerdement maximum. Si vous savez, quand il y a un petit truc qui déraille le matin, vous renversez la tartine côté beurre, et puis alors tout s'enchaîne dans la journée, quoi. Et ben, notre invité Bernard Gombault, vous allez voir, il avait un peu cette vision-là de sa vie. C'est vrai qu'il les accumulait un peu quand même, il faut bien le dire. Et c'est vrai qu'à force d'en accumuler, un jour, il a eu un gros grain de sable qui a obligé une hospitalisation de 7 semaines en chambre stérile. Et même les médecins ne savent pas ce qu'il a eu exactement. Il a perdu toutes ses défenses immunitaires. Il a écrit un livre de toute cette expérience de vie. Ça s'appelle Les grains de sable. C'est une belle leçon, même si c'était pas le but. Ça n'empêche que son témoignage nous fait réfléchir à la manière de voir la vie. Et maintenant, il voit le verre à moitié plein. Donc, on en reparle dans quelques instants. Serge, bon week-end. À Bonne lundi. émission et à lundi. Vous écoutez la première radio de Savoie, il est tout juste 14h sur France Bleu. Cette année-là, sur France Bleu Pays de Savoie, Sylvia Depierre. Bienvenue dans le rendez-vous cette année-là de ce vendredi 25 mai. Je suis ravie de vous retrouver. Notre invité aujourd'hui est Bernard Gombault. Cet ex-soi vient d'écrire l'histoire incroyable qui lui est arrivée et qu'il a appelée Les grains de sable. Et on peut dire que son livre est l'illustration parfaite de la loi de Murphy, plus familièrement appelée la loi de l'emmerdement maximum. Vous verrez ça pourquoi. Vous verrez pourquoi ça dans quelques instants. Bernard Gombault est marié, papa de 2 garçons. Il travaille dans le marketing et on peut dire que depuis toujours, Bernard a un peu la poisse. En tout cas, c'est ce que pense Bernard depuis toujours. Il a tendance à accumuler les malchances au quotidien. Ça va de la fameuse tartine de beurre qui tombe à l'envers, au lacet qui casse, au feu rouge quand on est pressé le matin. Mais un jour, c'est un gros grain de sable qu'il a rencontré. Au départ, un banal mal de gorge qui va finir par une hospitalisation en chambre stérile pendant 7 semaines, sans savoir vraiment de quoi il souffre, mais avec une épée de Damoclès permanente au-dessus de la tête. Ces 7 semaines s'apparentent pour Bernard à un long parcours initiatique, l'occasion de mûres réflexions et de mieux faire connaissance avec lui-même d'abord. Une expérience de vie qu'il raconte en toute simplicité et qu'il a définitivement fait changer sa manière de voir la vie. Bernard Gombault est avec nous jusqu'à 15h. Bonjour Bernard. Bonjour Sylvia, bonjour à tous. J'ai envie de vous demander comment vous allez. Prendre des nouvelles de la santé. Je vais très bien, vais très bien. Oui, tout va très bien depuis ma sortie en octobre 2010. Vous êtes encore suivi, vous avez des examens régulièrement? J'ai été suivi pendant 1 an régulièrement avec des analyses, on va dire, hebdomadaires. Et puis aujourd'hui, on a un petit peu espacé tout ça jusqu'à arrêter complètement cette surveillance, mais tout en ayant quand même une petite attention particulière à tout problème qui pourrait éventuellement m'arriver. Mais jusqu'à maintenant, paradoxalement, j'ai pas été malade depuis ma sortie. Donc, depuis octobre 2010, pas un rhume, rien. Sans prise de aucun médicament. Donc, vous voyez qu'on peut dire que c'est fou. Oui. Et vous faites attention quand même? Vous prenez des précautions ou pas spécialement? Je prends pas forcément des précautions, mais bon, c'est vrai que j'essaye d'avoir une hygiène assez correcte pour pouvoir justement éviter tout problème de. Bon, quand je suis face à des gens malades, j'essaye de me préserver un petit peu, des choses comme ça. Mais enfin, je mets pas de masque comme j'avais pu porter au début. Au début, donc là, non. Ça... Et alors, est-ce qu'au final, on sait de quoi vous avez souffert pendant ces 7 semaines ou vous êtes bien demandé, on le verra tout à l'heure, ce qui vous arrivait, même les médecins ne savaient pas mettre de nom sur ce dont vous souffriez. Ce que vous saviez, par contre, c'est que vous n'aviez plus du tout de défense immunitaire. Voilà, c'est la seule chose que je savais, c'est que j'étais déficient au niveau immunitaire, donc au niveau d'une lignée sanguine, puisqu'on parlait des neutrophiles, qui sont une lignée sanguine qui était à 0. Donc j'avais plus aucune défense. Donc c'est la moelle osseuse qui fonctionnait mal. Alors pourquoi ils ont cherché pendant 7 semaines, ils n'ont pas trouvé. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qui m'est arrivé. Alors on a pensé au tout début à des pistes d'intoxication par médicaments. Et après des pistes autres, j'aurais pu contracter cette maladie lors d'un voyage à l'étranger ou des choses comme ça. Mais bon, rien n'a été fait, rien n'a été trouvé dans ce sens. Donc aujourd'hui, on incrimine un anticorps qui aurait pu éventuellement travailler à l'envers. Et donc du coup, c'est une maladie un peu ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Mais on n'a pas la certitude et on n'a pas de diagnostic posé sur ce qui m'est arrivé. Alors des cas similaires, identiques, on n'en a pas trouvé. Similaires, oui, mais voilà, ça ne pose pas un diagnostic ni une raison pour laquelle j'ai été malade. Vous êtes une exception.
un cas, comme Vous êtes on un l'a cas. souvent dit et que je répète souvent dans le livre d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu pénible à entendre. Ouais, parce qu'on va découvrir en plus que non seulement il y a ce gros grain de sable évidemment qui vous tombe dessus, mais que pendant ces 7 semaines de séjour, les petits grains de sable continuent. Les résultats d'examen qui se perdent, les biopsies qu'il faut refaire parce qu'elles ont mal été faites, enfin tout comme la chambre numéro 13, c'est incroyable quand même, c'est l'accumulation. Donc on va découvrir ça ensemble dans quelques instants si vous le voulez bien, Bernard. Et puis Bernard est venu aussi avec des ouvrages qu'il va vous offrir. Alors si vous souhaitez réagir à cette émission, repartir avec un livre de Bernard, vous pourrez nous joindre au 0820 20 1992 tout au long de cette émission. C'est Roselyne qui vous accueille aujourd'hui sur la ligne bleue. On écoute Laurent Voulzy avec Bubble Star et on se retrouve juste après avec Bernard Gombaud. France Bleu, les plus belles chansons françaises. France Bleu, pays de Savoie. Ici, on partage nos souvenirs. France Bleu, pays de Savoie, vue d'ici. Bernard Gombaud est notre invité. Il est venu nous parler de ce livre qu'il vient d'écrire, qui est son témoignage, qui s'appelle Les grains de sable. Alors Bernard, avant qu'on raconte ce gros grain de sable quand même que vous avez rencontré dans votre vie et que vous racontez dans ce livre, j'aimerais que vous nous disiez qui était le Bernard Gombaud d'avant cette épreuve que vous avez vécue, parce que c'est plus tout à fait le même que celui d'aujourd'hui. Celui d'avant, on a l'impression comme ça vu d'extérieur en vous lisant qu'il avait un peu la poisse. Alors la petite poisse, hein, mais quand même il les accumulait un peu tous les jours. Voilà, on peut dire ça un peu comme ça, mais bon, je vais encore utiliser le mot paradoxalement parce que c'est vrai que décidément ma vie a fait beaucoup de paradoxes, mais j'ai énormément de chance parce que j'ai traversé des choses qui auraient pu m'être fatales et que je raconte aussi dans le livre, des anecdotes assez importantes. Mais par contre, c'est vrai que tout au long de ma vie, j'ai collectionné les petits ennuis du quotidien, mais j'allais dire comme la plupart des gens ont déjà vécu, c'est-à-dire, comme je le dis, le feu rouge qui se met au rouge quand on est pressé le matin, la tartine de beurre qui tombe, des choses comme ça. Mais si vous voulez, vous avez quand même tendance à focaliser dessus, parce qu'il y a des gens qui se rendent pas compte. Voilà, c'est des gens il y a des gens, la plupart des gens survolent ces problèmes-là. Et moi, j'y attachais beaucoup d'importance. Donc, il y avait une certaine focalisation sur ce style d'anecdotes qui pouvaient m'arriver. Et du coup, ça me pourrissait la vie. Et en plus, j'entretenais le phénomène en parlant autour de moi, ce qui faisait que c'était très facile de poser une étiquette sur le personnage en disant, tiens, ça c'est Bernard, c'est tout Bernard, c'est la poisse. Il y a qu'à lui que ça peut arriver. Forcément, parce que j'entretenais déjà aussi cette petite, on va dire cette malchance autour de moi. Donc du coup, voilà, on posait facilement une étiquette là-dessus. Et puis du coup, vous en parliez beaucoup. Vous aviez vraiment l'impression quand même que le sort s'acharnait sur vous. Oui, voilà. Vous viviez comme ça. Oui, c'est des petites anecdotes. Il y en a une que j'ai pas racontée dans le livre où on était en vacances avec des amis. Et on était tous une dizaine à être dans un petit hôtel et la carte magnétique, la seule qui marchait pas, c'était la mienne. Quoi. Ouais, on était une dizaine. Ouais. Voilà. C'est des trucs tout bêtes, mais voilà, c'est des trucs sur lesquels j'attachais de l'importance. Bon, alors après, vous m'avez raconté aussi des choses en préparant l'émission. Vous faites une animation dans un grand centre commercial et c'est quand même le jour où il y a le braquage du centre commercial. Il y a un braquage, oui. Voilà. Donc là, c'est quand même. C'est pareil. J'étais pas tout seul dans ce cas-là, parce qu'il y avait plein de gens autour de moi et qui ont même été agressés, alors que moi j'ai simplement vu ça un peu de loin, même si j'avais vécu ce braquage. On était quand même un petit peu éloigné du centre, mais il y a des gens qui ont été directement concernés, quoi. Oui, c'est pour ça que vous avez toujours finalement de la chance dans vos malchances. Ouais. Et ça a été à nouveau le cas, et tant mieux, sinon vous ne seriez pas là pour nous raconter ça, avec ce qui vous est arrivé. Alors on va le raconter, on va essayer de le raconter un peu en résumé, hein, même si on reviendra là-dessus tout au long de cette émission. Ça démarre avec un mal de gorge. Oui, ça démarre avec une banale angine, ce que je pensais être une banale angine, parce que mon médecin l'avait diagnostiqué comme ça, hein, à la veille de partir en vacances. Voilà, encore un coup de malchance, je me suis dit, ça y est, je suis à la veille des vacances et je suis malade, va falloir que j'aille chez le médecin avant de partir. J'y suis allé, comme j'aurais pu y aller avec une angine, quoi. Et il m'a effectivement été diagnostiqué ça, donc on m'a donné tout ce qu'il fallait pour soigner cette angine. Seulement au fur et à mesure des jours qui passaient, ça s'est un peu aggravé, et au point de ne jamais guérir avec quelques médicaments que ce soit, quoi. Ça vous pourrit un peu les vacances quand même, hein. Les vacances, oui, ont carrément vous rentrez plus tôt. On rentre plus tôt, on abrège un peu les vacances, parce qu'avec 42 fièvres, ça devenait plus tenable, ni pour moi, ni pour ma femme donc c'était vraiment compliqué, quoi. Donc vous passez des examens, on vous dit qu'il faut hospitaliser. Voilà, je passe des examens sanguins qui révèlent une baisse anormale
mal de la lignée donc des neutrophiles, des globules blancs, et du coup, je fais un examen un peu plus poussé donc au centre hospitalier de Chambéry, et puis là on me diagnostique une agranulocytose. Alors ça c'est le nom technique qu'on donne au fait que de cette lignée qui est descendue à zéro, mais ça n'expliquait pas comment ça m'était arrivé. Et donc là, c'est l'hospitalisation d'urgence. Donc c'est le coup de téléphone qui vous dit il faut rentrer en urgence. Et là on se demande ce qui va se passer. Hein. C'est là où tout démarre, parce qu'on se demande ce qui nous arrive, quoi. Et c'est sans cesse cette phrase qu'on s'est répétée, mais que nous arrive-t-il, quoi. Et là ça bascule. Ouais. Parce que de l'hôpital, vous allez passer au CHU. Voilà. C'est quel CHU? Grenoble? C'était le CHU de Grenoble. 3 semaines à Chambéry, où ils ont pu pas faire grand-chose forcément de mon cas, parce que ils étaient un petit peu limités. Bon, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient là-dedans, mais ils savaient pas aller plus loin. Il fallait vraiment aller chercher beaucoup plus loin pour essayer de trouver la cause de tout ça. Du coup, ils vous envoient au CHU de Grenoble, vous allez rester 4 semaines. Voilà, 4 semaines au CHU de Grenoble, où les examens sont réitérés. Enfin bon, je repasse encore des examens, on m'en fait des tas, on évoque plein de choses. Des douloureux. Des examens douloureux, oui, puisque ce sont ce qu'on appelle des biopsies ostéomidulaires, c'est pour prélever de la moelle osseuse. Donc voilà, c'est des examens que j'ai très mal supportés, mais bon, cela dit, il y a des gens qui les supportent. Moi, à vous, ça a été une épreuve. Moi, ça a été une épreuve. Alors ça s'est peut-être mal passé ou pas. Vous avez pas eu de chance, parce qu'il a fallu les refaire parfois, parce que soit elles n'étaient pas bien faites, soit les résultats n'étaient pas assez probants. Voilà, ça aussi. Alors c'est vrai qu'on pourrait les mettre dans la longue liste des grains de sable. Quand D'ailleurs, c'est pour ça que c'est appelé. Vous racontez déjà ces 7 semaines en chambre stérile avec tout le cheminement intérieur, de savoir ce qui nous arrive, est-ce qu'on va s'en sortir, qu'est-ce qu'on a, comment on va se guérir de tout ça. Et puis alors là-dessus se greffe toujours des petites anicroches comme ça en permanence. On perd les résultats, il faut les recommencer. On vous donne de faux résultats et donc de faux espoirs de sortir, mais en fait c'était pas les bons résultats qu'on vous a donnés. Enfin, non, mais il y a eu vraiment un cumul, et c'est vrai que quand je parle de la loi de l'emmerdement maximum, il y a un moment, il y a un cadre infirmier qui est arrivé qui m'a dit franchement, là vous avez tout l'air d'en être victime, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment ça s'acharnait. Oui, parce que même le personnel dit ça c'est incroyable, ça arrive jamais, ou ça arrive quasiment jamais. Bon, ça arrive jamais, c'est facile à dire que ça n'arrive jamais, mais c'est vrai que là ça commençait à se cumuler et à devenir un petit peu pas suspect, mais bon, ça devenait gros. Alors on va s'arrêter sur 2 années évidemment marquantes de votre parcours, Bernard, parce que c'est le principe de cette émission, et puis on reviendra évidemment sur tout ce cheminement intérieur que vous avez extrêmement bien décrit dans ce livre. On verra que c'est une psychologue qui vous a incité. Là on voit aussi le cheminement, au début psychologue, pas envie, moi je vais bien, pas besoin d'en voir, et puis petit à petit l'acceptation, et puis finalement ce travail qu'elle vous a fait faire et qui est aujourd'hui un livre. On va découvrir tout ça, et puis découvrir la première année qui correspond à l'année 1984. On dira pourquoi dans quelques instants après Dany Briand. France Bleu. France Bleu. Pays de Savoie. On découvre aujourd'hui le parcours de Bernard Gombault, cet Aixois qui vient d'écrire son histoire incroyable qui lui est arrivée. Le livre s'appelle Les Grains de Sable, et d'ailleurs vous le dédicacerez au centre Leclerc de Drumettaz samedi 2 juin à partir de 9-10 heures du matin. Pour ceux qui veulent vous rencontrer, Bernard, vous y serez. Et puis d'ailleurs ceux qui gagneront le livre cet après-midi, vous le dédicacerez aussi tout à l'heure à la fin de cette émission. La première année que vous avez choisie, c'est l'année 84. Je vous laisse nous dire pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé en 84 ? En 84, ma vie a démarré. Non, en 84, c'est beau, c'est une belle déclaration d'amour. C'est une belle déclaration d'amour, parce que c'est l'année où j'ai rencontré ma femme, Brigitte, qui m'accompagne aujourd'hui, d'ailleurs, comme dans beaucoup d'endroits où je vais, nous allons. Ouais. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne depuis tant d'années. Et cette année de 84, c'est l'année de mes 18 ans. Donc, et vous avez galéré en plus pour l'attraper, Brigitte. Brigitte, ça n'a pas été facile. Les lecteurs qui sont curieux découvriront ça dans le livre. On va pas tout dire. On va pas tout dire, mais oui, c'est une année... Vous aviez flashé dessus et après voilà, ça a été une grosse... j'ai sorti les rames, comme on dit un petit peu vulgairement, mais c'est ça. Voilà, donc, et c'est une rencontre qui dure depuis déjà pas mal d'années. Puisque et vous formez un couple très soudé, et ça a joué évidemment un rôle considérable dans votre processus de guérison aussi. Ça, c'était, vous étiez deux à vous battre, vous n'étiez pas tout seul. C'est clair. On était deux à se battre, pas du même côté du miroir, comme je dis. C'est et son côté n'est pas forcément le plus facile. Et le côté n'est pas, son côté n'était pas forcément le plus facile. Surtout qu'en plus, elle a vécu ça avant, et puis elle a vécu ça après. Alors pour moi, l'exercice d'écrire, c'était un exercice, une forme d'exutoire. Pour elle, qui a été une de mes correctrices,
ou de mes correcteurs, enfin qui ont lu le bouquin. Donc du coup, elle a replongé un petit peu souvent dans cette histoire avec a posteriori, quoi, après la sortie. Donc c'est vrai que c'était pas facile. Donc, Alors elle est présente évidemment pendant ces 7 semaines. Elle est votre soutien permanent. Et puis alors ce qui est intéressant qu'on découvre aussi dans le bouquin, c'est qu'à un moment, et ça évidemment c'est assez logique, mais vous êtes centré sur vous-même, évidemment sur ce qui vous arrive, au point que vous en oubliez même de s'intéresser peut-être encore un peu plus à la vie que vit votre épouse. Et elle vous cache même pour pas vous importuner avec ça qu'elle a lâché son travail pour venir vous voir, etc. Et ça c'est des moments très forts quand on les lit. Oui, c'est vrai, parce qu'à un moment on est tellement coupé du monde quand on vit dans une chambre stérile, parce que bon, c'est vrai qu'on a son univers stérile où les gens viennent vous voir masqués, attifés de tout un tas de protections. Et puis, ce qui fait qu'en fait, vous vous centrez sur le problème que vous avez. Et puis ça, on peut pas y faire autrement. On peut pas faire autrement. C'est comme ça. Et vous en oubliez presque un petit peu ce qui se vit à l'extérieur. Même si vous pensez à vos proches, mais vous n'arrivez pas à vous faire une idée de ce qu'ils vivent réellement. Et du coup, vous arrivez à oublier des choses toutes simples, hein, comme une date d'anniversaire, par exemple. Ça, le jour même de son anniversaire, je l'apprends par le biais du réseau social où j'avais encore ce petit lien sur l'extérieur avec Internet. Et j'apprends quelque chose que j'aurais jamais oublié ce jour-là. Je me suis trouvé tout con, comme dirait l'autre. Mais c'est vrai, c'est un peu ça, quoi. Et puis voilà, donc c'est un peu ça. C'est vrai que c'est des moments qui sont pas faciles à vivre parce que vous oubliez des choses qui vous sont familières. Et comme je dis, quand vous savez pas si vous allez passer la fin de l'année, il y a des tas de questions qui se posent. Et puis, je pense qu'elle a dû se les poser à l'extérieur. On pourra en avoir parlé par la suite. Et moi, je me les suis posées à ce moment-là. Mais le problème, c'est que c'était un sujet presque tabou. C'est-à-dire que pendant qu'elle se posait ces questions-là, moi, je me les posais, mais on s'en parlait pas. Même si on se dit toujours tout. Il y a des choses qu'on se disait pas sur le moment. C'est des choses que nous avons partagées quand je suis sorti, puisque là, on a pris conscience de tout ça. Et c'est pour ça que puis ça vous étiez sorti d'affaires, donc là, c'était possible de les évoquer. Sortie d'affaires, voilà. Enfin, sortie d'affaires, oui. Et sortie de l'hôpital, sortie d'affaires, j'avais encore des doutes quant à ma sortie, parce que je suis sorti avec un traitement, mais je savais pas si ce traitement allait... Et puis des examens étaient toujours en cours, donc on savait pas ce qu'on pouvait éventuellement trouver ou pas trouver. Alors, est-ce qu'il vaut mieux savoir, pas savoir, je sais pas. On va rester quelques instants sur l'année 84, puisque c'est aussi le principe de cette émission, d'évoquer d'autres souvenirs de cette année-là. Donc là, on change vraiment d'univers, Bernard. Cette année-là, on va dans le monde du cinéma. Je sais que vous n'êtes pas très ciné, mais je pense que cet acteur-là, vous le connaissez. Peut-être même que vous avez vu ce très beau film. Coluche obtenait le César du meilleur acteur pour son rôle dans Ciao Pantin. On écoute Coluche. Le gagnant est Coluche pour Ciao Pantin. Je suis très ému. Franchement, je croyais m'emmerder en venant là. Et puis je me suis vachement marré. Le discours de Coluche, qui obtenait donc le César du meilleur acteur pour son rôle dans Ciao Pantin en 84. Coluche, vous aimez, Bernard ? Oui, j'ai aimé. Bon, c'est vrai que c'était un comique qui avait pas peur de dire les choses. Il était un petit peu acide, mais il disait toujours les choses vraies. Je pense qu'il disait, c'était le premier à dire les choses que tout le monde disait tout bas. Ah là, notamment sur cette remise de César, c'est clair. C'est clair. Et voilà. Pas très ciné, vous ? Par manque de temps, ou DVD un peu à la maison, même pas. Pas très télé. Je l'ai été, mais voilà, j'ai un peu ralenti tout ça pour essayer de privilégier d'autres activités, voilà. Et profiter un peu plus encore du présent. Exactement. On y reviendra. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Bernard Gombault. Si vous voulez découvrir l'histoire qu'il a vécue assez incroyable, le livre s'appelle Les Grains de sable. On vous l'offre au 0820 20 1992. Si vous voulez également lui dire quelques mots sur l'antenne, vous nous appelez 0820 20 1992. À 14h32. Ici, on se souvient. France Bleu Pays de Savoie, vue d'ici. Bernard Gombault est notre invité, auteur du livre Les Grains de sable. On revient sur ce qui vous est arrivé, Bernard, en l'occurrence cette maladie, je vais dire maladie, même si je ne sais pas si c'est une maladie. On peut dire comme ça, c'est un problème de santé. Il n'y avait pas qui est arrivé, posé, mais c'était, et qui fait que vous avez dû rester 7 semaines en chambre stérile sans savoir ce que vous aviez, et vous n'aviez plus de défense immunitaire. C'est ce que vous racontez dans le livre. C'est pas trop dur d'ailleurs de venir en parler, même quand vous l'avez écrit. Il se passe quoi ? Vous l'avez évacué ? Vous avez l'impression, vous, qu'aujourd'hui c'est du passé ? Disons que
j'ai appris ça avec le travail de la psychologue. On peut pas oublier. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se dire. On n'oublie pas. On vit avec. Par contre, on vit avec. On Vous le l'avez digère. digéré en tout cas. Voilà, on le digère, si on peut dire ça comme ça. Et l'écriture était une forme d'exutoire. C'est ce que m'avait expliqué la psychologue, à qui j'avais rigolé au nez. La première psychologue que j'avais rencontrée, j'en ai rencontré 2. Et même au début, vous vouliez pas. Hein, voilà, sans à le voir. Chambéry, je trouvais Vous voyez pas ça. l'intérêt. J'étais pas prêt. En fait, je me rendais compte, mais ça, je l'ai su après, que j'étais pas prêt. Même si c'était une volonté. Ma femme voulait que je rencontre cette psychologue pour essayer d'évacuer tout ça, mais bon, je lui ai raconté des tas de choses comme je suis en train de les raconter. Mais voilà, ça ne m'apportait rien, si ce n'est d'en parler. Mais j'ai compris par la suite sur Grenoble que, en fait. J'avais besoin d'une thérapie. Alors c'est pas, on a toujours un petit peu de, je sais pas, c'est pas des complexes, mais de se trouver face à une psychologue. On a l'impression que ça sert à rien, mais il y a un moment, on en a besoin. C'est comme d'un médicament. On pourrait croire qu'on n'a pas forcément besoin d'un médicament, mais on a besoin d'une aide aussi bien extérieure que. Et ça a été important. La psychologue qui m'avait dit qu'il fallait écrire. Au début, je lui ai rigolé au nez. Je lui ai dit mais qui voulez-vous que ça intéresse? Parce que je lui ai raconté toutes ces petits grains de sable, toutes ces petites mésaventures. Et je lui dis mais qui voulez-vous que ça intéresse parce que j'ai dit tout le monde le vit et tout. Mais elle me dit avant d'écrire pour les autres, écrivez déjà pour vous-même. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Voilà. Donc, vous avez commencé à écrire quand? J'ai commencé à écrire. C'était on va dire à peu près la 5e semaine. 5e ou 6e semaine de mon hospitalisation. C'était pratiquement vers la fin. Et vous avez commencé par écrire quoi? J'ai commencé à écrire des souvenirs. Alors, j'ai pas écrit le livre dans l'ordre où il est écrit. J'ai commencé à écrire des souvenirs un petit peu comme si j'avais voulu laisser une trace. C'est souvent ce que je dis parce que c'est vrai que les premiers souvenirs, ça a été la rencontre avec ma femme, ça a été les petits mots qu'on m'avait écrits parce que j'ai reçu énormément de petits mots, des petites cartes postales que j'avais affichées sur le mur, notamment des gens de mon entourage professionnel, dont certains doivent m'écouter d'ailleurs aujourd'hui, ainsi que ma famille aussi, je sais que m'écoute. Mais voilà, donc j'ai eu des petits mots et ces petits mots m'ont accompagné pendant tout ce séjour. Et ça a été important et c'est ce que j'ai commencé à écrire également. Alors, ces petits mots, on les retrouve aussi un petit peu à la fin du livre. Et alors quand est-ce que vous commencez? C'est une fois dehors, une fois que vous êtes rentré chez vous, que vous commencez vraiment à repartir du début de cette hospitalisation, où vous nous décrivez quasiment jour par jour ce qui se passe? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, C'est-à-dire que j'avais une tout mémoire en mémoire. d'éléphant. Voilà, j'avais tout en mémoire. C'était difficile d'oublier. Hein, mais là c'est quand même très précis. Parce que j'avais pris quelques on a les notes heures, sur des. Oui, on a les heures, mais c'est vraiment quelque chose. Quand vous avez que ça à penser, que vous vous posez des tas de questions tout au long de votre séjour, savoir ce que vous allez devenir le lendemain, savoir ce qui va se passer, qui va rentrer dans votre chambre, vous annoncer une bonne, une mauvaise nouvelle, parce que ça part avec c'est tout mon séjour, c'est fait ça, de bonnes et de mauvaises nouvelles. C'est un peu les montagnes russes en permanence. Voilà, une montagne russe, oui. Et du coup, tout ce qui est relatif à l'hospitalisation, c'est des choses que j'ai racontées une fois sorti. Et donc après j'ai composé le livre parce qu'au départ c'était pas voué être un livre, même si j'avais lancé à la psychologue en disant éventuellement si l'histoire devait sortir, ça serait éventuellement un livre. Je l'appellerais Les Grains de Sable. C'était le mot qui m'était venu j'étais loin d'imaginer quand je lui ai dit ça qu'on en parlerait aujourd'hui. Ici sur le plateau, quoi. Alors ça a été vraiment effectivement les montagnes russes. Vous avez même perdu un ami à vous qui souffrait d'une autre maladie dans un autre service. Vous l'avez perdu pendant votre propre hospitalisation. Voilà. Ça a été des moments durs qui se rajoutaient là comme ça. Oui, c'est vrai que c'est un moment pas facile parce que cette personne était hospitalisée un étage plus bas quand j'étais à Chambéry et il est décédé le jour de mon transfert à Grenoble. Donc il y a des dates qui sont marquantes par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est très surprenant de vivre ça. J'étais allé le voir juste avant de partir en vacances, cette personne. À l'hôpital. À l'hôpital. Alors j'étais tombé devant quelqu'un qui était très malade et je suis reparti de cette chambre avec toutes les questions qu'on peut se poser. Quelqu'un qui dit mais si un jour ça m'arrivait à moi. Et puis j'étais loin d'imaginer que j'allais vivre une situation similaire. Ou semblable à la sienne, mais même si on n'avait pas du tout la même chose, c'est vrai que c'est perturbant. Parce que si ça m'arrive à moi, on se projette. Lui, il savait ce qu'il avait, moi, on cherchait à savoir, donc je sais pas si c'est bien de savoir ou pas. Aujourd'hui, j'ai pas la réponse à cette question. Est-ce qu'il vaut mieux savoir ce qu'on a, ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas savoir et garder de l'espoir, ou je sais pas. On entend dire parfois qu'il vaut mieux savoir pour savoir contre quoi on se bat. Finalement, vous savez pas quoi.
fois, mais il fallait se battre quand même. Voilà, mais c'est exactement ce que le corps médical vous le dit avec une franchise déconcertante, c'est vous dire voilà, on préférerait que vous ayez un diagnostic À un moment donné, posé. on vous dit même, vous auriez une leucémie, ce serait plus simple. Ça serait plus simple pour nous parce qu'on aurait le traitement en face pour vous guérir. Aujourd'hui, on ne sait pas, on cherche, et c'est vrai que c'est pas facile. Alors du coup, on découvre aussi que vous allez faire des choses un peu étonnantes, pas habituelles, notamment à partir d'un certain moment, vous avez Internet et vous finissez même par remettre votre destin entre les mains de cartes, de ruines, de voyantes par le biais d'Internet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus que ça. On se dit que... Voilà. C'est un petit peu ce qui se passe parce que comme j'avais Internet, alors Internet c'est bien parce qu'on trouve de tout. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien et c'est pas bien. Et je me suis fait reprendre à l'ordre plusieurs fois parce que comme ils ne savaient pas ce que j'avais, moi j'allais chercher des solutions sur Internet. Ça n'a pas plu aux médecins. Alors ça n'a pas plu aux médecins, forcément parce que je cherchais à savoir, donc je mettais mes symptômes et puis je regardais ce qu'on pouvait trouver. Alors je suis tombé sur des forums, sur des choses comme ça. Où on l'a dit tous fait en se disant qu'on allait mourir, voilà. Pour n'importe quoi. Donc il faut être très vigilant. Ça c'est très difficile. Donc à un moment, vous vous dites à quoi je pourrais bien me remettre puisqu'on me donne pas de réponse. Pas qu'on voulait pas me les donner, c'est qu'ils les avaient pas. Mais ça, on en prend conscience après. Mais à un moment, j'ai fait des sites où il y avait tirage de cartes, des runes. Alors c'était pas votre genre avant. Vraiment pas du tout. Mais sans remettre à des techniques pareilles, aujourd'hui même encore, j'en rigole. Mais j'avais que ça. Sur le moment, il me semblait qu'il y avait que ça pour m'aider. Alors j'essayais de tomber sur des sites. Disons sérieux, c'est-à-dire où on entendait sur des forums qu'il y avait des choses qui s'étaient dites vraies, annoncées vraies pour être sûr du coup, mais bon, j'avais des résultats, j'avais on va dire des tirages qui étaient plus ou moins favorables, donc il fallait que je fasse ma propre interprétation, ce qui revenait au même en fait. Au même, et voilà. Alors vous posez évidemment beaucoup de questions, vous posez aussi beaucoup de questions, vous agacez parfois aussi les médecins. À poser des questions, on agace les médecins, mais ça c'est, j'allais dire, c'est normal, mais c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte. J'ai jamais été agressif ni quoi que ce soit, mais je voulais absolument savoir, donc je posais des questions même à du personnel qui avait pas forcément les compétences à me répondre, mais qui sentait tellement en moi la détresse de vouloir savoir, qui par compassion, je sais pas, voulait me répondre. Et en fait, quelque part, c'était pas bien parce que il me répondait pas forcément ce qu'il aurait fallu répondre. Voilà. On va écouter Yannick Noah à la Voix des Sages et se retrouver après avec Bernard Gombault. On évoquera la deuxième année que vous avez choisie, c'est évidemment l'année 2010 puisque vous avez été hospitalisé le 17 août 2010, vous êtes sorti le 5 octobre. On reviendra donc sur ces 7 semaines d'ici quelques instants. Cette année-là, jusqu'à 16h30, sur France Bleu Pays de Savoie, Sylvia Depierre. Bernard Gombault est notre invité, auteur des Grains de Sable, où il raconte son parcours de vie avec cette période d'hospitalisation pendant 7 semaines. Justement, la deuxième année que vous avez choisie, c'est évidemment cette année 2010 qui restera jamais gravée dans votre parcours. Je disais, début de l'hospitalisation 17 août 2010, fin de l'hospitalisation 5 octobre. Libération même, on peut dire. C'est un peu ça. Libération, le 5 libération, la vraie libération. Et alors en plus, pour y croire, il faut attendre vraiment le bout du bout, parce qu'il se passe toujours un truc, il manque un tube, il manque quelque chose. Voilà. La veille encore, j'étais encore dans un examen qui était imprévu, une IRM imprévue à la veille de partir. Donc on n'a pas le temps de se réjouir qu'il y a autre chose qui se passe, mais bon, on est dans un environnement où on cherchait tout le temps, et on a même cherché après ma sortie. Donc du coup, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu dans le doute, et il y a quelqu'un qui me disait que on peut se glorifier de sortir on peut s'en glorifier une fois qu'on est sorti, mais tant qu'on n'est pas sorti, voilà. On le vit avec vous, il va sortir, oui ou non? Non, mais c'est vrai que quand même on moi, lit le bouquin, on se dit bon, allez, cette fois il y va, il sort. Et jusqu'au bout, on se dit, il va lui arriver quoi? On pourrait en faire un film, je sais pas si vous avez dit tout à l'heure que vous avez écrit un peu comme on écrirait potentiellement un film, et on le vit vraiment comme on voit les images. Dr House, c'est un petit peu pour. Vous auriez pu le rencontrer, peut-être il aurait trouvé ce que. Il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, qui m'ont parlé de ce que je regardais pas. C'est une série dont j'avais entendu parler. Vous regardez maintenant? J'ai regardé par la suite, oui, pour voir comment était pratiquée une biopsie ostéomédulaire, mais vue de l'extérieur. Parce que moi, je n'avais pas vécu de ce côté-là, donc j'ai regardé par curiosité. Et effectivement, c'est un peu cette impression qu'on a, mais
de l'intérieur, c'est autre Je chose. veux bien croire. Oui, alors, il vous arrive des choses incroyables. On vous prédit d'ailleurs une sortie peu de temps avant parce que vous avez soi-disant votre taux qui est remonté, votre taux de neutrophile, j'utilise Voilà. le bon terme. Et puis alors non, finalement, on ne sait pas d'où est sorti ce chiffre. En fait, ils se sont trompés. En fait, ils se C'est sont bizarre, trompés. Ils se sont pas trompés. En fait, si vous voulez, il y a eu une mauvaise interprétation sur un résultat, et moi, je me le suis très vite approprié tellement c'est une bonne j'avais nouvelle. tellement envie qu'une bonne nouvelle arrive. Mais quand je remonte tous mes souvenirs, je me suis rendu compte que tous ces résultats m'avaient été annoncés au conditionnel, et quelque part, on s'était très vite réjoui. Bon, même s'il y a eu une petite ambiguïté avec les résultats de l'hôpital par rapport à un déménagement du laboratoire qui était en cours, et il y a peut-être des choses qui ont fait que des choses se sont passées alors qu'elles n'auraient pas dû se passer, mais je pense que moi j'en ai fait une mauvaise interprétation. Tout ça pour pas incriminer l'hôpital, parce que Bien ils ont sûr. fait, et c'est vrai qu'ils ont fait énormément de choses là-dessus, mais on m'a jamais annoncé franchement que ces résultats avaient monté. Ça a toujours été au conditionnel, et moi je les ai un petit peu devancés, et j'ai prévu un peu tout le monde hâtivement, et je me suis fait une fausse joie, et il n'y avait pas qu'à moi d'ailleurs. Bah oui, évidemment, tous les proches étaient à chaque fois Voilà. derrière vous dans ces fausses joies, dans ces fausses bonnes nouvelles. Je devais sortir un mardi, et je suis effectivement sorti un mardi, mais on va dire Quelque temps 2-3 après, hein. semaines plus tard. Ouais. C'est comme ça tout le long. Vous avez la sensation avec le recul que vous vous êtes battu tout le long, ou il y a des moments où on lâche? Est-ce qu'il y a des moments, peut-être pas longs, mais est-ce qu'on se dit il y a des moments ras-le-bol là? Je dirais pas qu'on lâche, mais il y a des moments de découragement, parce qu'à un moment, quand vous pensez que vous allez, vous êtes découragé, mais il y a une force qui est inexplicable, mais qu'on a. Alors je sais pas si tout le monde peut l'avoir, mais moi je l'ai eu en tout cas. C'est une force qui vous dit il va se passer quelque chose. J'ai toujours eu une bonne étoile, parce que paradoxalement Oui. j'ai eu des petits grains de sable et ces petites anicroches, mais j'ai eu énormément de chance dans ma vie sur plein de choses. Et ben aujourd'hui, pourvu que ça dure, et on va dire que ça s'est encore vérifié. Et votre fils vous dit régulièrement une phrase très jolie: provoque ta chance. Oui, ça c'est ce que mon jeune fils dit souvent, parce que des fois il me voit un petit peu pessimiste, et il me dit si tu veux que les choses arrivent comme tu en as envie, provoque ta chance, fais en sorte qu'ils arrivent comme ça. Et cette phrase-là, je me la suis répétée et je l'ai mesurée. J'ai pris toute la. Au début, elle vous a énervé. Hein. Oui, Vous avez c'était dit, une phrase qui. Puis voilà. en plus, quand c'est dit de votre propre enfant, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est toujours un petit peu. Mais quelque part, il a avait raison raison. avec son jeune âge, mais il avait raison de penser ça. Et je me suis servi de cette phrase, et bien sûr qu'à un moment donné, je voulais m'en sortir. Je voulais pas rester là où j'étais, ça c'est sûr. Il nous reste quelques ouvrages à vous offrir. 0820 20 1992 si vous avez un mot à dire à Bernard Gombault, et sachez que vous pourrez le rencontrer à la librairie Leclerc, au centre Leclerc de Drumettaz. On va plutôt dire ça. Samedi 2 juin à partir de 9-10 heures, il sera en dédicace, Bernard, avec son livre Les Grains de Sable. 0820 20 1992. France Bleu, France Bleu, Pays de Savoie. Bernard Gombault est avec nous, auteur du livre Les Grains de Sable. Ça vous a plu au final d'écrire, Bernard? Oui, je me suis pris au jeu. En fait, j'étais loin d'imaginer que je puisse arriver à faire l'exercice jusqu'au bout, mais quelque part, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et aujourd'hui, on me pose la question si je vais écrire un autre livre. Alors, j'ai pas de sujet, parce que là, c'était facile d'écrire, parce que j'avais la matière. C'est pas forcément facile d'écrire, mais j'avais de la matière à raconter. Aujourd'hui, j'en ai pas, mais c'est vrai que ça me démange, parce que j'ai pris vraiment plaisir à le faire, même si c'est pas un exercice, si c'était pas un exercice facile pour moi quand j'étais plus jeune, notamment scolarisé, où j'avais horreur de ça. Comme quoi, hein. Mais comme quoi. Mais bon, voilà, là j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Et vous avez été conseillé notamment par Patrick Lyodet, qu'on a déjà reçu à votre place dans cette émission, qui Voilà, vous a filé alors, aussi un petit coup de pouce. Patrick Lyodet, j'ai eu l'occasion de le rencontrer grâce à un ami qui me l'a présenté. Et du coup, il a été de bons conseils, dans le sens où il a parcouru un petit peu mon livre, et il m'a fait une critique très constructive, avec des conseils, certains que j'ai suivis, d'autres non, parce que je voulais pas non plus enlever Dénaturer un peu. dénaturer le livre. Je voulais qu'il sorte un petit peu des tripes, comme c'est exactement ça, hein. Il est écrit comme on parle. C'est un livre qui sort des tripes, et du coup, voilà, il raconte ça comme ça. Par contre, j'ai suivi ses conseils techniques, parce que bon, lui, il écrit pas du tout. Hein. Voilà, c'est un écrivain. Avec Moi, je ses suis bains un auteur. Je me revendique quelques pas années comme un déjà. écrivain. Et bon, lui, c'est un écrivain. Il a écrit plusieurs romans, et notamment, bon, il a tout un amour des mots. J'ai vu la manière dont il travaillait. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Enfin, c'est autre vraiment chose, quelqu'un- chacun. C'est Ouais. autre chose. Et c'est vraiment un amoureux des mots. Ouais. Qu'est-ce qui a changé, Bernard,
Comment il est le Bernard d'après par rapport au Bernard d'avant? Est-ce que ces petits grains de sable de tous les jours, ils sont toujours là? Rassurez-moi. C'est clair que les petits grains de sable, ils sont toujours là, mais tartine comme tombe pour tout le toujours monde. du mauvais côté. Voilà. Mais par contre, aujourd'hui, c'est plus subtil. C'est-à-dire que le changement, il est plus subtil dans le sens où aujourd'hui, s'il m'arrive quelque chose comme ça, au lieu d'entretenir le phénomène comme j'aurais pu le faire auparavant avec mes proches, en parlant, en le racontant, tout ça, c'est des choses que je garde plus ou moins pour moi. Pas que je veuille les cacher, mais on va dire que j'en fais moins cas. Et donc du coup, ça me permet de survoler en quelque sorte ce qui se passe. Et puis si jamais il y a vraiment quelque chose on va dire un petit peu de contraignant, j'essaye de me faire, de revenir un petit peu en arrière, de puiser dans ma petite boîte où il m'est arrivé tous ces gros soucis, et je prends du recul en me disant, il y a plus grave. C'est pas encore un automatisme, quoi. Il faut faire la démarche. C'est pas encore un automatisme parce que, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Et quand on a un caractère, parce que j'estime pas avoir forcément un très bon caractère, je suis un peu soupe au lait, mais c'est vrai Brigitte que confirme de la tête. Brigitte confirme, mais je peux comprendre. Mais bon, voilà. Mais il y a un moment, on essaye de relativiser et de voir les choses autrement. Mais c'est un effort quotidien quand même. Vous êtes plus optimiste quand même? Oui, c'est Brigitte, sûr. il est plus optimiste? J'essaye de voir les choses de manière de voir le verre à moitié plein et plus à moitié vide, comme vide. C'était le cas. Et c'est ça le message du livre d'ailleurs. Hein. Voilà. Au final, c'est ça. Au final, c'est ça. C'est pas un livre larmoyant, même si c'est plein d'émotions. Ça raconte. On passe par toutes les émotions. Mais on passe par toutes les émotions. Il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a du rire. Il y a des passages où on rigole un peu. Il y a des passages difficiles. Il y a des passages d'émotion. C'est la vie. Quoi. C'est la vie. Voilà, c'est la vie. Et c'est vraiment tout ce que j'ai pu tirer de tout ça. On va accueillir, si vous le voulez bien, un témoignage d'une femme qui s'appelle Dany, qui est à Aix-les-Bains. Bonjour Dany. Oui, bonjour. Nous vous écoutons, Dany. Écoutez, moi, c'est par rapport au parcours donc de Monsieur Gombaud, voilà. Donc moi, j'ai un enfant qui a une maladie auto-immune, et donc je suis assez intéressée par son parcours pour voir comment il s'en est sorti, etc. Et je voulais savoir si c'était son changement d'attitude quand il a réfléchi, quand il était à l'hôpital, etc., son changement d'attitude mentale et l'aide psychologique qu'il a reçue avec la psychologue, qui l'a aidé à sortir de sa maladie et qui l'a aidé à avoir la vie différemment aujourd'hui, quoi. Bernard, ça a forcément joué un rôle. Oui, ça a forcément joué un rôle. Mais je dirais que aujourd'hui, l'interprétation de ce qu'on peut vivre, elle est propre à chacun. C'est pour ça que je dis souvent, ce livre, s'il y a des gens qui m'ont dit, je donne une leçon à travers ce livre, la leçon, c'est moi qui l'ai prise. Et bon, j'ai eu la chance de pouvoir la raconter. Les mots me sont venus facilement pour les écrire. Mais c'est clair que la psychologue m'a beaucoup aidé. Mon entourage m'a beaucoup aidé. Et je dirais que c'est pas forcément une évidence. J'ai pas la clé, j'ai pas la solution pour se sortir du problème que j'ai eu, car aujourd'hui j'ai même pas la certitude de pouvoir dire que s'il devait m'arriver la même chose, je réagisse de la même manière. Je pense qu'à un moment, il y a quand même une évidence, Bernard, quand on vous lit et puis quand on recroise avec d'autres témoignages qu'on a pu entendre ici ou là, c'est que la guérison, c'est pas que, mais c'est aussi dans la tête. Il faut aussi, oui, c'est sûr, y croire. C'est sûr qu'il faut y croire. Et il faut croire à la guérison. Il faut essayer de se dire que n'importe comment, il y a toujours une solution. Des fois, c'est pas forcément évident d'en parler comme ça, mais normalement, il faut y croire. De toute façon, c'est quand même la base. Après, on n'est pas maître de tout, mais en tout cas, au moins mais pour reparler de Dany, c'est vrai qu'elle vit avec un enfant. Avec son fils qui a 25 ans. C'est quelque chose qui est différent, et c'est vrai que voilà. Dany, on va vous offrir le livre de Bernard qu'il va vous dédicacer. Et ça peut être un message d'espoir, un message positif, puisque c'est ça le bouquin. Hein. Voilà, le bouquin, c'est vraiment pour dire. Vous avez une grosse galère, mais le bouquin, il est positif. D'ailleurs, vous êtes là pour en parler. Le bouquin, c'est pour dire justement que voilà, il faut essayer de ressortir fort de tout ça et de tirer la leçon de quelque chose. Et moi, c'est comme ça que je l'explique. Ça s'appelle Les Grains de Sable. C'est une auto-édition. C'est signé Bernard Gombaud. Merci Dany pour votre petit coup de fil. Merci. On vous reprend en antenne. Roselyne vous reprend tout de suite. Merci Bernard d'être venu nous voir. Bonne continuation à vous. On vous souhaite plein de bonheur. Merci. Avec Brigitte. Merci à vous de m'avoir invité. Et je rappelle le rendez-vous le 2 juin, Leclerc, Drumétage. Je voulais dédier juste un petit peu le reportage qu'on a fait à mon petit cousin qui est actuellement en train de traverser un problème aussi. Il s'appelle comment ? À combattre contre la maladie, Jérôme. Et bon, enfin, un gros bisou à Jérôme aussi. Et je pense bien à tout le monde. On écoute des Ricochets, Paris, Africa, pour terminer en musique l'invité de cette année-là.